Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Vous avez probablement vu passer ces derniers jours sur la toile ces images assez incroyables où on voit un avion de patrouille maritime russe survoler un porte-avions américain accompagné, ça s'invente pas, d'un côté par un Super Hornet, de l'autre par un F-35. Alors dans cette vidéo, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ces images qui nous viennent du Pacifique, du côté du Japon pour être précis, nous apprennent. Vous allez voir que le F-35 n'était probablement pas parti pour ce type de mission initialement, mais plutôt pour une mission d'entraînement air-sol. Et après, derrière, nous allons nous poser la question du cadre légal. Est-ce que cet avion russe avait le droit de faire ça? Et également, nous intéresser un petit peu à la marine française, car un communiqué est sorti, comme quoi une de nos frégates a été survolée, non pas par un, mais par deux Sukhoi 24. Et vous allez voir, c'est pas nouveau. Ça fait un sacré bout de temps que ça dure, ce genre d'échange plus ou moins musclé. Allez, on attaque tout ça juste après vous avoir présenté notre partenaire du jour qui n'est autre que Oli. Et ils ont trois grandes gammes de boissons qui peuvent être extrêmement pratiques si vous pratiquez la marine de surface. Alors pas que, mais pourquoi la marine de surface? Parce que quand on fait les fameux ZERAC de 0 à 4 heures du matin, souvent on va boire du café. Oli, il vous propose trois types de boissons différentes, trois grandes familles. La catégorie énergie, qui va vous permettre d'avoir de l'énergie sur toute la durée de votre ZERAC ou de votre journée de travail ou de votre séance de sport si vous le souhaitez, et le tout sans taurine. La catégorie Ice Tea, quand vous n'en pouvez plus de vous hydrater en buvant de l'eau, vous voulez un petit peu autre chose. Et si vous faites du sport et que vous souhaitez refaire le plein de vitamine B6, de zinc, de B12, de magnésium, là c'est la catégorie Hydrate. Et parce qu'on est en avril, il y a 2 ans, c'était un poisson d'avril, il y avait la saveur pamplemousse girafe qui avait été annoncée. L'année dernière, ils l'ont fait pour de vrai. Et cette année, pour une durée limitée, vous pouvez aller sur le site, le lien est juste en dessous, et commander dans la catégorie énergie la girafe pamplemousse. Le tout pour éviter des emballages, en grande contenance. Ça, ce que vous venez d'entendre tomber, c'était mon shaker. D'ailleurs, il y a des shakers girafes assez sympas. Allez, si vous voulez 10% de réduction, vous tapez AT, 5 € de réduction sur la première commande, c'est AT5. Il commence à faire très beau, très chaud, là je suis dans le sud-ouest, il faut s'hydrater. N'hésitez pas à prendre Oli. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur ces images? Regardez bien, un IL-38, mais pas n'importe quelle version, la version N. N pour Novella. En fait, c'est la version modernisée de cet aéronef, l'équivalent du P-3 Orion américain, ou de l'Atlantique 2 français si vous voulez, qu'on appelle dans l'OTAN le MAY, M-A-Y. Cet Ilyushin, il a eu quelques améliorations par rapport à la génération d'avant, qui remontent quand même aux années 60. Et ces améliorations, elles ont été faites, ça a pris du temps entre les années 2000 et environ 2014. C'est un avion qui a 4 moteurs de 4225 chevaux, qui pèse quand même 66 tonnes en masse maximum et qui peut voler plus de 13 heures. Et dessus, là, vous avez cette espèce de système de guerre électronique et il a une capacité également à détecter ce qu'on appelle une queue MAD, à détecter les anomalies magnétiques, ce qui lui permet, s'il survole ou s'il passe à moins de 900 mètres d'un sous-marin, de le savoir grâce aux anomalies magnétiques. Sinon, son radar va vous détecter un porte-avions à 300 km et il va pouvoir envoyer des bouées, qu'elles soient passives ou actives, pour traquer les sous-marins. Forcément, il peut également tirer des missiles anti-navires. Et là, il nous fait un passage plutôt forte vitesse. Comme vous pouvez le voir, à droite, c'est un Super Hornet biplace, à gauche, un F-18. Le fait de voler comme ça ensemble deux avions différents, c'est ce qu'on appelle une MFFO, une patrouille où c'est mix au niveau des types d'avions. Généralement, vous allez garder les mêmes types d'avions et avoir une patrouille, par exemple, de 2 F-18, patrouille de 2 F-35, parce que comme ça, c'est beaucoup plus standard, beaucoup plus facile à gérer, et en plus, souvent, c'est la même unité. Donc là, soit c'était un vol mixte avec un F-18 et un F-35C dans son aile, soit nous sommes sur deux avions qui avaient des missions différentes. On voit que le F-18 a beaucoup de bidons, peut-être qu'il était l'avion ravitailleur du groupe aérien, mais je n'arrive pas à voir sous son avion pour savoir s'il a ce kit de ravitaillement. Et pour ce qui est du F-35, comme on peut le voir, il a du mal à rester à poste. Il a tendance à passer un petit peu devant et vous voyez qu'il est moins à l'aise à ces faibles vitesses que le F-18 qui lui est clairement dans son domaine de confort.
Par contre, point intéressant, en encadrant l'Ilyushin, c'est très sympa pour les photos, mais d'un point de vue tactique, c'est zéro. Imaginez si l'Ilyushin décide d'ouvrir une trappe et d'ouvrir le feu, ils peuvent rien faire. Donc clairement, on est sur de l'accompagnement, sur la communication, sur, si c'était une autre nation, un passage photex, un passage sympa, là où c'est un avion russe, avec le contexte géopolitique actuel, avec un porte-avions américain qui est le Carl Vinson. Carl Vinson qui, au début du mois de mars, était du côté de Busan en Corée du Sud, qui ensuite derrière est allé du côté de Guam, et qui devrait être remplacé par le Nimitz. Nimitz qui est parti fin mars de la côte ouest des États-Unis. Ensuite, après avoir fait son passage plutôt haute vitesse pour lui, il dégage proprement par la droite, ce qui veut donc dire qu'il ne cherche même pas à croiser l'axe porte-avions. Et il se montre, il faut être franc, cet Ilyushin coopératif tout le long. Pourquoi je dis coopératif? Parce que si vous êtes un Ilyushin encadré par deux avions de combat, si vous voulez les embêter, vous réduisez la vitesse. Vous réduisez la vitesse, et là, eh bien, ça vous fait penser à cette vidéo d'interception d'un Cessna par un avion de combat américain. Car oui, si l'Ilyushin vient réduire la vitesse, cela va gêner, va complexifier le travail des accompagnateurs américains. Alors maintenant, à la question, est-ce que c'est légal? Vous êtes en haute mer, au-delà des zones territoriales, par exemple du Japon, eh bien, les Russes ont tout à fait le droit de faire ça. Maintenant, il faut faire attention à l'activité du porte-avions, l'activité du porte-avions qui pourrait être des catapultages en cours, des appontages en cours. Et là, eh bien, c'est au porte-avions en fait de s'adapter à la présence de cet Ilyushin. Il est dans son bon droit. Et oui, c'est la haute mer et c'est donc légal pour l'Ilyushin de se rapprocher comme ça. Et croyez-moi, d'un point de vue de l'OTAN, on ne se prive pas non plus pour faire ce genre de manip. D'ailleurs, regardez là, c'est des images de P3 un petit peu plus loin, mais c'est complètement normal pour des avions de patrouille maritime de venir se rapprocher, voire de survoler des groupes aéronavals ou des frégates ou des destroyers d'autres nations. Maintenant, du côté du groupe aéronaval, eux, leur objectif c'est 1, détecter, 2, identifier, 3, intercepter à une certaine distance. Le fait que ce passage ait lieu de jour rend les choses beaucoup plus faciles. Et la personne qui a posté cette vidéo, je vous rappelle que maintenant, il y a Internet sur les porte-avions, ce qui pose d'ailleurs des soucis de confidentialité sur ces porte-avions américains. On voit par exemple que quand il y a un accident, les images fuitent de suite quasiment sur Internet. Eh bien, cela vient nous montrer toute la problématique d'avoir un porte-avions qui est en mer 24 heures par jour. Et généralement, pour l'usure du matériel, pour l'usure des ressources humaines, on ne va pas avoir des opérations 24 heures par jour aériennes. Donc soit vous avez des avions en alerte, et s'il y a besoin, vous les catapultez une fois que vous avez détecté une menace qui arrive, soit eh bien, vous laissez approcher, et à ce moment-là, grâce au groupe aéronaval, vous avez quand même une capacité d'engager un éventuel aéronef ennemi grâce à tous vos systèmes surface, air. Maintenant, ce que l'on apprend également par le commentateur de la vidéo, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interceptions ces derniers jours. Quand on regarde les déclarations, on sait également que les Russes ont été beaucoup interceptés par les Sud-Coréens, par les Japonais et par les Américains sur le mois de mars 2025. Je pourrais vous parler longtemps de ce type d'interception ou de ce type de mission, parce que personnellement, je suis allé en super étendard en tant qu'équipier, accompagner mon commandant d'unité, et nous avions pour mission d'aller faire des photos en Méditerranée orientale du Kuznetsov, le porte-aéronef russe. Et donc on a été briefé sur l'objectif, ramener des photos. On ne savait pas exactement où était le Kuznetsov, il fallait donc 1, le localiser, 2, se rapprocher, 3, ramener des photos. C'était des missions très intéressantes et forcément, même si on est en paix, on va étudier les défenses de l'adversaire, on va essayer de réfléchir à différents scénarios et on y va dans notre bon droit, mais toujours avec une petite pointe d'appréhension, avec une petite anxiété qui nous permet bien, tout simplement de mieux réagir si la situation ne se passe pas comme prévu, si ça dégénère. Alors dans certains cas d'interception, ça peut dégénérer. On a par exemple vu il y a plusieurs années un avion chinois percuter lors d'une interception un P3, donc l'équivalent de l'Ilyushin, version américaine, lors d'une interception dans les eaux internationales. Il faut donc toujours être très vigilant sur ses gardes. Et c'est intéressant de voir que ces derniers temps, on a beaucoup entendu de critiques sur les avions russes qui se rapprochent trop clairement, dans certains cas, de nos drones, de nos avions de guerre électronique, de nos avions de reconnaissance. Mais là, c'est difficile pour les Américains de plus se rapprocher de cet Ilyushin. Et encore une fois, c'est de leur bon droit pour l'Ilyushin, mais également pour les Américains qui viennent encadrer cet Ilyushin, le gêner d'un point de vue manœuvre. Et le F-35 sur la gauche qui avance un petit peu, je pense que ce n'est pas que parce qu'il a du mal à bien tenir son poste, je pense également que c'est pour inciter l'Ilyushin à plutôt appuyer à droite plutôt qu'à gauche et donc protéger
l'arrière du porte-avions, éviter que l'Ilyushin ne parte par la gauche et vienne peut-être dans l'axe de la récupération des avions. Maintenant, on est clairement sur des postures de la part des Américains d'encadrement, d'influence, mais en aucun cas sur une posture de volonté d'avoir cette capacité à tirer. Pour pouvoir tirer, il faudrait se trouver derrière, ou alors pour engager depuis les navires, il ne faudrait pas d'avion juste à côté. Donc quand vous avez un Ilyushin qui est encadré comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est le moment où l'Ilyushin est le plus tranquille, il sait qu'il ne peut ni être tiré par les navires, ni être engagé par les avions de combat. Donc peut-être qu'il y en a un autre derrière, mais encore une fois, pour ouvrir le feu, il faut ce qu'on appelle la CAF, la Clear Avenue of Fire, et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'alliés qui soient autour de la cible, car votre missile pourrait décider d'aller sur votre allié plutôt que sur la cible, et ça, c'est pas bon pour votre carrière. Je déconne, hein, c'est effectivement pas bon pour votre carrière, mais c'est surtout pas bon pour le collègue. Un tir fratricide. Alors maintenant qu'on a vu que ce passage était professionnel d'un côté comme de l'autre, qu'il était tout à fait légal au vu du droit international, que ça arrive entre toutes les nations, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le communiqué qu'on a vu passer au mois de mars sur l'enseigne de vaisseau Jakubé qui a été survolé par 2 Sukhoi 24. Forcément, ça nous fait penser à l'USS Cook dans la mer Baltique en 2016, où là, clairement, c'était pas banal ce passage de Sukhoi 24 et on peut pas vraiment dire que ce soit très professionnel. Ça nous fait penser également, mais là c'est un peu différent, à ce F-16 turc qui a un petit peu fait peur à un pêcheur. Mais ça nous permet de nous intéresser à la classe Estienne d'Orve. Plus de 40 ans de service dans la marine française et qui est quand même surarmée avec une tourelle de 100 mm, 2 de 20 mm et 4 12-7, sans oublier, contrôle aérien, du missile Mistral avec le système Simbad. Alors on va pas se mentir, ça nous rappelle quand même que nous avons dans la marine française à l'heure actuelle des bateaux qui sont extrêmement peu défendus et qui ont donc besoin de la protection d'autres navires, comme par exemple les excellentes frégates de défense aérienne, nos FDA, ou même nos FREMM, avec des missiles Aster. On y a de l'Aster 15, de l'Aster 30 qui ont d'excellentes capacités d'engagement contre du missile, contre du drone ou contre de l'avion. Mais nous avons toute une partie de notre marine qui n'est absolument pas bien équipée pour faire face à la menace aérienne. C'est le cas de cette classe-là. C'est le cas également des frégates légères furtives qui vont avoir beaucoup de mal à se défendre face à une menace venant du ciel. Mais tout ça sont des problèmes qui ont été pris en compte et la balance est en train d'aller dans la bonne direction. Il faut le dire, les missiles Aster 15, Aster 30 sont excellents. Le tout après, c'est d'en avoir assez. Toujours est-il dans le nord de l'Europe, là où l'enseigne de vaisseau Jakubé a été survolée, il faut savoir qu'il y a des Belges, qu'il y a les Pays-Bas, qu'il y a des Allemands dans la zone et qu'on a également des Atlantiques 2 qui sont dans la zone et qui d'ailleurs ont été un petit peu éclairés radar apparemment du côté de Kaliningrad. A noter qu'en France en 2018 on avait une frégate multimission qui avait été survolée par du Sukhoi 24 accompagnée par du Sukhoi 30 qui s'assuraient de leur protection aérienne et que dans le cas du survol du bâtiment français le 25 mars dernier, apparemment, les 2 Sukhoi 24 étaient surveillés par des Typhoon italiens qui étaient colocalisés dans les États baltes avec des Rafales français qui viennent de terminer leurs 4 mois de mission de Baltic Air Policing et qui rentrent du coup en France. En définitive, des images toujours très impressionnantes, on en aura de plus en plus, tout simplement parce que dorénavant, tout le monde a son téléphone, tout le monde filme, et la barrière pour poster sur les réseaux sociaux est beaucoup plus basse que ce qu'elle pouvait être à une époque, donc vous avez beaucoup plus de fuites, tout simplement, de vidéos. Surtout quand sur un porte-avions américain, vous avez 6000 personnes, dont 2000 qui font leur première et unique sortie en mer avec la marine, car il y a un turnover extrêmement fort dans toute une partie de l'équipage. Le dernier petit point par rapport à notre F-35, c'est qu'il a forcément été rerollé, il a changé de mission, car on voit que sous la voilure, il y a ce qu'il semble être 2 bombes guidées laser. Ces bombes guidées laser, il devait probablement aller s'entraîner à les tirer, peut-être avec le F-18, peut-être tout seul, et qu'avec l'approche de l'avion de patrouille maritime, on lui a dit changement de consigne, va accompagner cet Ilyushin, va protéger le bateau. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans notre métier, et bien c'est cette capacité à se faire reroller, à changer d'objectif en vol. Une fois j'étais sur le centre de la France, et puis on apprend qu'il y a des avions russes qui arrivent du côté de la Manche, on nous dit tiens qui a le pétrole pour partir en interception. Vous êtes initialement sur une mission d'entraînement air-sol en France, et pouf, vous changez de casquette, vous vous retrouvez à devoir aller faire une interception réelle. Donc ça, c'est toujours le côté grisant du métier. Vous êtes militaire, marin, officier, pilote aux commandes de votre avion. Et bien, si quelque chose arrive, vous changez de mission. C'est pas parce que vous avez signé les cahiers d'ordre pour aller faire un vol d'entraînement
que votre vol va rester le vol d'entraînement prévu. Dans le même cas, on peut se retrouver des fois à aller faire du sauvetage. Une fois en rafale au large de la Bretagne, eh bien, on était en entraînement et on nous a demandé si on avait du pétrole. On est allé rechercher, trouver, localiser un bateau qui est en train de couler avec son équipage qui quittait le bord et il a fallu donner les coordonnées et guider l'hélicoptère de sauvetage parce qu'en rafale, on va avoir du mal à les illitroyer. Et ensuite, eh bien, filmer tout ça et après retour à l'Andivisio, c'était une mission assez sympa. Donc il y a toujours cette capacité à changer de rôle, se faire reroller. Nous sommes, en tant que pilote de combat, des atouts à la disposition de l'État, à la disposition du groupe aéronaval et il faut faire preuve d'extrêmement d'agilité, de flexibilité et savoir changer d'état d'esprit et surtout avoir cette capacité à se rebriefer, à se repréparer mentalement. J'allais faire du tir air-sol. Maintenant, je dois accompagner un Ilyushin 38, c'est pas le même sport, donc c'est échauffement mental. Qu'est-ce qui va faire de moi un bon intercepteur? Quelles sont les règles? Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais l'empêcher de passer par la gauche en le dépassant un petit peu, ou à contrario, je laisse le F-18 se coller à lui, je viens me mettre en position de tir. Tout ça dépend de l'objectif, tout ça dépend de la situation. C'est ce qui rend ces métiers absolument passionnants. Et si vous souhaitez précommander le nouveau livre, c'est Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie, eh bien sachez que si vous précommandez avant la mi-avril, cadeau quand même, c'est cool, on vous offre un patch Fly Safe. Allez, à très vite et Fly Safe.